Bonjour, très bien, merci. Bonjour à tous. C'est Régional, donc je travaille à Rennes Métropole. J'ai en charge au niveau du service Habitat la question du financement du logement, enfin, particulièrement du logement. Il ne finance pas tous les logements, je vous rassure. Et je salue mes collègues à distance qui représentent d'autres collectivités ou d'autres institutions. Donc moi, je voulais on m'a demandé d'intervenir sur la question de la rénovation énergétique avec un angle d'attaque qui était celui de la place des collectivités territoriales sur cet enjeu fondamental qu'a appelé Ibrahima. Tout ça pour peut-être en introduction indiquer que bien évidemment la rénovation énergétique des logements c'est une politique publique nationale. C'est une politique publique nationale à la fois encadrée d'un point de vue législatif. J'en prends pour preuve la dernière loi de climat et résilience qui vient d'être adoptée. C'est une politique publique qui dispose d'un cadre réglementaire assez puissant et normatif. On y reviendra tout à l'heure, mais ça pose des incidences, notamment en termes d'articulation avec les collectivités locales. C'est le cas en particulier sur un sujet qui peut paraître anecdotique de prime abord, mais qui pose des questions fondamentales dans la place des collectivités, qui est le renouvellement ou la réforme du diagnostic de performance énergétique. Et puis, c'est également une politique publique nationale par le biais d'un système organisationnel géré nationalement et qui s'accompagne en plus en ce moment d'un certain nombre de réformes, notamment par le biais d'un pilotage réorienté en direction de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA. Là où jusqu'alors nous avions en fait deux entités, deux têtes, avec bien évidemment une Agence nationale d'amélioration de l'habitat présente, mais sur tout un tas d'enjeux habitat, et puis une ADEME présente en particulier sur les questions énergétiques. Donc on voit qu'on a également un système organisationnel qui, Ibrahima l'a rappelé, se traduit dans un dispositif tout à fait récent qu'on appelle France Rénov', qui est ni plus ni moins une marque nationale dans laquelle l'ensemble des entités, des collectivités s'inscrivent, et qui, au travers en particulier d'un certain nombre de réflexions législatives et de la dernière loi climat et résilience, ont abouti en fait à ce qu'on appelle l'accompagnateur Rénov', puisque bien évidemment la rénovation énergétique ne peut se faire sans le biais d'information, de conseils et même plus d'accompagnement. Et cet accompagnateur Rénov' vient un peu bousculer le pilotage de politiques locales qui n'avaient pas attendu ces dernières dispositions pour maturer ces sujets, mais qui doivent bien évidemment s'inscrire dans ce cadre et donc s'ajuster, s'adapter, s'actualiser. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction. Dire que la place des collectivités territoriales est bien évidemment fondamentale, puisque ce cadre, pour exister, a besoin d'être traduit dans les territoires et dans les faits. Et les collectivités sont bien évidemment en première ligne pour pouvoir réaliser cette information, ce conseil, cet accompagnement. Elles sont également là pour aider à la réalisation des projets. Et quand je dis aider, je dis aider financièrement, puisque on le verra, ça suppose effectivement des bouclages de plans de financement qui ne sont pas si faciles que ça et qui s'adressent à toute la population. Donc, on a des collectivités qui interviennent. Et donc, oui, bien évidemment, elles sont en première ligne. Malgré tout, les objectifs poursuivis, qu'ils soient locaux ou nationaux, sont les mêmes. C'est l'inscription dans une stratégie nationale bas carbone, c'est la résorption ou des objectifs ou des enjeux de défis énergétiques, climatiques, environnementaux, mais également socio-énergétiques, puisqu'en fait, et c'est aussi peut-être la complexité de cette politique publique, c'est qu'on a affaire à un croisement d'enjeux et de thématiques, puisque quand on traite la rénovation énergétique, on s'attaque finalement à la réhabilitation d'un ensemble, d'un bâtiment, d'un ensemble immobilier, et donc on s'attaque bien évidemment à l'usage intrinsèque de ce bâtiment dans les prochaines décennies.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fait pas de la rénovation énergétique exclusivement pour faire de la rénovation énergétique, ça n'aurait pas de sens, même si ça reste bien évidemment un enjeu prioritaire, primordial, tout ce qu'on veut. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je vous propose, et peut-être brièvement, ce que je laisserai la place bien évidemment à mes collègues, c'est peut-être illustrer mon propos au travers de 2-3 diapos qui expliquent en fait ce que tente de faire plus exactement la métropole rennaise sur ce sujet de la rénovation énergétique et voir dans quelle mesure les dispositions nationales viennent télescoper, viennent bousculer les dispositifs mis en place. Est-ce qu'on a la possibilité de projeter? Oui, je pense. Projeter, ouais. Je le mets là. Je ne peux pas le parler. Cet ordinateur est pas assez. Peut-être profiter de t'abarquer pour. Ça me rappelle quand même de sacrés souvenirs parce que j'ai fait cette formation quand elle était encore un DEA en 2003 ici et je n'avais pas mis mes pieds ici depuis 2003, donc ça a un petit peu changé. C'est un nouveau bâtiment. En plus. On voit bien? Ça peut mettre un grand écran. La main sur. Ça va être très vite. Ouais, bien sûr. Donc, la métropole, en fait, une première illustration de l'articulation entre des politiques nationales et politiques locales, une traduction sous forme d'objectif d'une stratégie nationale bas carbone qui prend l'allure de plans climat, air, énergie territoriaux et dans lesquels les différents territoires fixent leur stratégie, fixent leurs objectifs et je dirais la rapidité d'atteinte de ces objectifs. À l'échelle métropolitaine, le fait de s'inscrire dans cette neutralité carbone à 2050 nécessitait de s'attaquer en fait à la rénovation thermique d'à peu près 5 à 6 000 logements par an en année de croisière, si je puis dire, c'est-à-dire un peu moins de 10 ans après la mise en place de ces premiers plans climat air-énergie. On le verra tout à l'heure, on en est loin. Ce n'est pas forcément hyper rassurant pour l'avenir, malgré les efforts conduits par la collectivité pour pouvoir avoir des dispositifs puissants, incitatifs, à la fois en termes d'accompagnement et d'aide financière. Parmi ces 6 000 logements, on distingue ce qui relève de la réhabilitation du parc locatif social de ce qui relève du parc privé. Moi, je m'intéresserai peut-être plutôt au parc privé. Je crois que peut-être que Erwan fera peut-être un focus sur la question du parc public. Je vous laisserai la primeur de ce volet et de ce parc. Voilà, et donc sur ces 6 000 logements, la collectivité s'était fixée pour ambition d'atteindre un niveau après travaux bâtiment basse consommation, enfin BBSC rénovation. Pour faire simple, étiquette B des DPE. Pour ce faire, elle a mis en place un dispositif local qu'on appelle éco-travaux. Éco-travaux décomposés en deux branches, une branche, une filiale maison individuelle et puis une branche copropriété. Vous vous en doutez, on n'a pas nécessairement affaire aux mêmes enjeux sur ces deux parcs. Clairement, effectivement, le gisement en termes de volume se trouve plutôt du côté des copropriétés. Malgré tout, la question du parc individuel est une question à part entière au regard notamment de son obsolescence. En tout cas, de
des enjeux d'intervention et notamment de rénovation énergétique de Spark et des questions de précarité énergétique qui peuvent également avoir lieu dans Spark. Rennes Métropole, mais comme tout un tas de collectivités en Bretagne, est délégataire des aides à la pierre. C'est-à-dire qu'elle agit au nom et pour le compte de l'État quand elle distribue les aides de l'ANA. Cette capacité de la métropole, d'un délégataire, quel qu'il soit, à prendre et à agir pour le nom de l'État pour la distribution des aides de l'ANA, des aides nationales, lui permet d'ajuster, je dirais, ces critères d'intervention et de moduler éventuellement les aides nationales au regard d'enjeux locaux. Donc, c'est un mécanisme assez intéressant, assez puissant pour pouvoir orienter un peu les choses. Cette capacité d'action se traduit dans un programme d'action territoriale et en gros, la métropole, au regard du plan climat que je vous exposais tout à l'heure, a tout fait pour favoriser les interventions énergétiques les plus ambitieuses qui soient. Et là, pour le coup, on a un vrai problème, on a une vraie divergence de point de vue avec l'État, avec le système national. On y reviendra tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a un vrai enjeu de massifier les choses, il y a un vrai enjeu d'avancer et de ne plus être forcément sur des expérimentations voilà. Néanmoins, c'est vrai que l'État a pris une trajectoire où, via son dispositif MaPrimeRénov', il accepte ou il tolère, si je puis dire, même si ce n'est pas non plus son objectif, mais il tolère la politique du geste. La politique du geste, c'est-à-dire la capacité à pouvoir soutenir le remplacement d'un équipement favorisant les économies d'énergie, mais sans s'intéresser, par exemple, à la question de l'enveloppe du bâtiment. Ça, clairement, au niveau de la métropole, on n'est pas forcément en phase avec ces interventions. Elles nous semblent en fait réductrices, elles nous semblent parfois, peut-être à terme, incohérentes avec ce qu'il faudrait faire pour, dans un premier temps, favoriser l'enveloppe, favoriser les économies et dans un second temps, effectivement, favoriser les dispositifs de réduction par le biais de matériel peut-être plus performants. Quoi qu'il en soit, nous, aujourd'hui, c'est vrai que la métropole Éco-Travaux, je vous en ai parlé, c'est vraiment le BBC Rénovation, c'est vraiment l'atteinte de l'étiquette B après travaux. Donc ça, c'est un élément effectivement ambitieux, mais c'est un élément lourd à piloter puisque ça suppose des travaux chez des particuliers, entendons-nous bien, hein, qui sont de l'ordre de… on commence à avoir des premiers retours de 40 000 € pour les dossiers les plus simples à 60 000 – 70 000 € au logement pour les dossiers les plus complexes. Donc, on voit bien que ce niveau de montant suppose effectivement un accompagnement et des systèmes qui favorisent la solvabilisation des ménages si on veut aller sur l'ensemble des catégories de ménages. Et ça suppose effectivement d'examiner les plans de financement et probablement demain d'aller en bouclage de plans de financement sur des dispositifs innovants. Peut-être que mes collègues en parleront de tiers financement. Je crois que Brest s'est essayé à ce sujet, ou au prêt avance mutation rénovation que vient de, par exemple, mettre en avant la loi climat et résilience. On intervient sur les maisons individuelles et on aide plus particulièrement les ménages dits modestes et très modestes, puisqu'on estime effectivement que ce sont ces ménages qui ont le plus de difficultés à boucler les plans de financement. Et donc, du coup, l'aide de la métropole, en fait, est différenciée selon ses niveaux de ressources. Et là où on peut atteindre 15 000 € pour des ménages sous plafond de ressources ANA, on est plutôt à un niveau d'aide de 8 000 € pour les autres. Bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses, j'y reviendrai pas, peut-être en deux mots ou en un chiffre plus exactement. Vous voyez en fait que pour des ménages sous plafond de ressources, hein, on s'adresse quand même à des ménages dits ANA, donc du coup, vous avez à droite, même si c'est réduit, enfin, vous l'aurez sur la diaporama, mais on a les niveaux de plafond de ressources, ça reste quand même des plafonds assez bas. En revenu d'imposition. On a des coûts moyens de travaux qui sont de l'ordre de 47 000 € et on a une aide de l'ANA à peu près équivalente à l'aide de la métropole et on a des niveaux de reste à charge qui sont de l'ordre de 20 000 €.
C'est une vraie question, ce reste à charge. Pourquoi? C'est que finalement, 20 000 euros, c'est peu, c'est à la fois beaucoup. C'est à la fois beaucoup quand on n'a pas les moyens de financer, mais surtout, ça ne se traduit pas nécessairement dans des économies d'énergie comme ça, instantanément. Et la question qui est devant nous, parce que les choses avancent, mais assez lentement, c'est la question du mécanisme de financement de cette rénovation énergétique pour pouvoir étaler je dirais, le coût de la rénovation énergétique sur des durées qui sont plus longues que finalement les premières années d'utilisation de ces travaux, voire même de la première phase d'occupation par un propriétaire qui peut ensuite, on sait que la durée moyenne est de 7-8 ans dans un logement, on part, et puis derrière, finalement, les autres bénéficient également de ces travaux de rénovation énergétique. Donc voilà, il y a probablement une question autour de l'allongement de la durée de financement de ce reste à charge. Oui, passer. Je n'exposerai pas. On a des mécanismes qui sont pour les ménages qui sont non ANA. Les co-travaux et la métropole rennaise a mis en place des dispositifs d'accompagnement. C'est bien, c'est très bien, mais c'est trop compliqué, à mon sens. C'est-à-dire qu'on voit que l'un des facteurs de massification de la rénovation énergétique, ce sera d'être en capacité de créer des dispositifs d'action très, très simples qui permettent aux gens de comprendre, très lisibles, très, très faciles d'accès. Et on voit bien que on a beau faire tout ce qu'on peut, on a encore de grandes marges de progression pour faciliter le parcours du ménage et la lisibilité de notre action publique. Je peux passer. Je n'y reviendrai pas sur les questions de frein et d'atouts. Vous le verrez sur la présentation si vous la savez. Peut-être retenir une chose, c'est que certes, la rénovation énergétique, c'est du financement, c'est du bouclage d'un plan de financement, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, de l'accompagnement. Plus l'accompagnement il est intégré, plus on a des chances de sortir des travaux ambitieux. Je vous laisse passer très, très, très vite. Donc, j'ai parlé des maisons individuelles. Il y a également un volet qui concerne les copropriétés. Sur ces copropriétés, vous l'imaginez bien, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué parce qu'il faut remporter l'adhésion d'une assemblée générale de copropriétaires et il faut mettre tout le monde d'accord sur un niveau d'ambition et une trajectoire de rénovation sur laquelle aller. Donc, on voit bien que les copropriétés, c'est le sujet. Il y a une vraie montée en puissance de sujets et dans les dossiers, dans les interventions. Ça reste malgré tout un enjeu devant nous. Puisque ça reste et ça restera une action complexe qui nécessite des moyens et une ingénierie fine. C'est le même type d'enseignement, je ne vais pas m'attarder, on n'a pas le temps. Et puis ça, c'est un récapitulatif des aides que je viens de vous exposer. Peut-être, et c'est aussi ça une articulation entre la politique publique nationale et une traduction locale, c'est que certes, on a des ambitions, certes, on a une stratégie et un dispositif d'action, mais pour que celui-ci puisse être mis en œuvre, bien évidemment qu'il faut qu'il s'articule et qu'il s'agrège avec les dispositifs nationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi des aides et des dispositifs mis en place au niveau national, bien évidemment. Donc, du coup, aujourd'hui, ça tombe bien, l'État a mis en place France Rénov', a dit aux collectivités, vous êtes les bras armés de France Rénov' et vous devez accompagner les particuliers dans la réalisation des travaux. C'est bien, mais ça nécessite quand même qu'on échange avec l'État, puisque derrière quand même ces dispositifs, il y a quand même toute une complexité administrative. Et aujourd'hui, on voit bien que finalement, les guichets d'information, d'accueil, d'accompagnement des ménages, finalement, n'ont pas encore trouvé leur ligne entre, d'un côté, un accompagnement qui se veut administratif, il est nécessaire, et un accompagnement technique peut-être un peu plus qualitatif. Donc, c'est tout l'enjeu autour derrière l'accompagnateur Rénov', et c'est ce qui devra être mis en place dans les mois et années à venir.
En guise de conclusion, peut-être, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous indiquais les ambitions de la métropole en termes d'objectifs quantitatifs de son plan climat, air, énergie. Et vous voyez dans les barres de droite les réalisations aujourd'hui effectivement constatées en logement, certes financé, mais aussi rénové, hein, mis en service. Et vous voyez qu'on est loin d'atteindre nos objectifs, puisque finalement, on y arrive globalement sur le parc public, le parc locatif social, parce qu'on a des accords et des partenariats forts avec nos opérateurs HLM, mais on a beaucoup plus de difficultés à faire émerger le sujet auprès des particuliers, des ménages privés. Donc voilà, le sujet est devant nous. Le problème, c'est qu'on avance et on doit avancer vite, puisqu'on s'inscrit dans une stratégie qui doit être déployée, c'est-à-dire la neutralité carbone, et puis il y a les enjeux climatiques qui nous empêchent de trop traîner à l'allumage. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Peut-être, et là, je vous jure, c'est ma dernière diapositive. Ça résume un peu mon propos. L'articulation entre les politiques publiques nationales et les politiques locales, c'est déjà d'articuler des dispositifs nationaux qui évoluent. Aujourd'hui, vous vous mettez dans la politique publique de la rénovation énergétique en 2022, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de s'y pencher il y a 5 ans. Tout change. Les choses évoluent très très vite parce qu'on avance en tâtonnant. Donc les choses s'améliorent. Il faut retenir cette idée-là, mais malgré tout derrière, il faut sans cesse essayer d'articuler les offres d'accompagnement, et il faut sans cesse effectivement adapter, ajuster, calibrer les dispositifs existants. Ce qui est un vrai enjeu, puisque la lisibilité de l'action peut y avoir de déperdition face à la prise en compte de ces évolutions un peu permanentes. Donc, il faudrait effectivement pouvoir stabiliser à un moment ou à un autre le modèle. Probablement que c'est encore trop tôt, mais je pense que c'est un enjeu d'avenir. Voilà ce que je peux vous dire. J'essaie de regarder si j'ai d'autres choses. Non, je pense avoir à peu près. Oui, si, quand même. Je disais tout à l'heure que les objectifs de la rénovation énergétique, c'est bien évidemment la stratégie climat, carbone, etc. Mais c'est aussi des enjeux socio-économiques. La question de la précarité énergétique est un enjeu très, très fort. Et on le voit bien là aujourd'hui, la priorité à la rénovation énergétique laisserait à penser qu'il faille faire à tout prix de la rénovation sans s'intéresser à parfois d'autres sujets. Et nous, on se bat avec cette idée parce qu'on pense effectivement qu'on doit articuler ces différents niveaux. Et c'est vrai que nous, on utilisait pas mal la question du conventionnement des loyers, c'est-à-dire le fait d'allouer des aides en contrepartie d'un engagement des propriétaires bailleurs à plafonner leur loyer sur une durée définie à l'avance, 6 ans, 9 ans, ça dépendait. C'était quand même un super levier pour pouvoir maîtriser les niveaux de sortie des logements qui, quand même, malgré tout, ont bénéficié de niveaux d'aide publique, somme toute, non négligeables. Donc, du coup, on continue à essayer de défendre cette idée et à articuler les deux leviers, même s'il faut bien reconnaître aujourd'hui cet enjeu prioritaire de massification à tout prix ne favorise pas, je dirais, toute forme de complexité et donc toute forme de multiplication d'enjeux ou de contreparties demandées à des propriétaires quels qu'ils soient. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci beaucoup, M. Gérard. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, après chaque intervention, nous aurons un temps d'échange. Et si quelqu'un dans la salle ou en visio souhaite intervenir, je suis Nathan. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voudrais savoir, vous avez parlé sur la question de financement. Comment ça se passe au niveau des services, des postes qui existent, et vos fonctions précisément, des fonctions de vos collègues,
Alors, au niveau de la métropole de Rennes, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les collectivités, mais on a un service de l'habitat et un service dit de la transition écologique et environnementale. Donc aujourd'hui, le sujet de la transition écologique environnementale, il est piloté en impulsion, en pilotage et en construction de politiques publiques par ce service qui, une fois stabilisé, a vocation à être piloté et mis en œuvre par le service de l'habitat. Donc aujourd'hui, effectivement, tout dépend de ce qu'on entend dans le financement. Aujourd'hui, le financement du logement, c'est le logement aidé, hein, pour faire simple. C'est l'habitat qui le traite. Pourquoi? Parce que c'est la délégation des aides à la pierre, généralement dans les collectivités pilotées par les services habitat des collectivités. Donc aujourd'hui, quand on parle de financement, en fait, on parle d'agrément et de financement à l'équilibre des opérations locatives sociales, donc tout ce qui relève de la programmation et de la production d'offres locatives sociales. Le financement, c'est la question aussi d'offres en accession abordable. Vous avez peut-être entendu parler des baux réels, du bail réel solidaire et puis des organismes de foncier solidaires à l'œuvre en ce moment. Et puis, c'est tout ce qui relève des aides au parc privé par le biais de la délégation des aides de l'ANA, dont j'ai parlé tout à l'heure, des aides de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et donc, sur ces sujets, on traite en fait, certes de la rénovation énergétique, mais on traite également des copropriétés dégradées en difficulté. Vous avez un très bel exemple avec une opération en cours sur le centre ancien de la ville de Rennes depuis de nombreuses années. Et puis, on parle également de l'adaptation des logements à la perte d'autonomie et puis de l'habitat insalubre, parce que ça reste une réalité. Et c'est une réalité complexe et sur laquelle il faut agir. Moi, je souhaitais revenir sur le système organisationnel qui est à partir de France Rénov' et que le pilotage local s'inscrit dans un cadre. Est-ce qu'à Rennes Métropole, il y a une coopération en termes de rénovation énergétique avec les autres territoires hors métropole où chaque territoire gère sa politique de rénovation? Je laisserai mes collègues peut-être s'exprimer sur le sujet parce qu'on a un très très bel exemple de coopération régionale en Bretagne. Les différents acteurs de l'habitat sont réunis en fait au sein d'un club, d'un réseau qui est capable de fédérer un peu, je dirais, les objectifs et les enjeux et de faire porter la voix, notamment dans la construction des politiques publiques, dans la représentation des intérêts locaux. Donc, ces sujets sont partagés collectivement dans ce type d'instance. Peut-être dissocier ce qui relève du pilotage des politiques, et notamment des politiques d'aide nationale, ma prime rénov', le financement des copropriétés, les aides de l'ANA, etc., de ce qui relève de l'accompagnement et des guichets d'information et d'accueil. En fait, on le voit aujourd'hui, et tous ces guichets, ça fait 20-25 ans qu'ils existent, et qu'ils existent sous différentes formes. Enfin, je vous aurais présenté une frise. En gros, on est en perpétuelle évolution. On a affaire à des réseaux nationaux qui les structurent, et notamment par le biais notamment de l'ADEME, l'Agence de l'énergie. Et en fait, on voit qu'on peut avoir affaire à des réseaux professionnels et de construction de politique qui sont des réseaux multiformes qui certes représentent les collectivités, mais pas que. Comment tu veux ajouter un truc? Oui, vous avez parlé des plafonds, notamment sur les loyers. Parce qu'on sait que quand tu fais une rénovation énergétique, ça peut faire des logements qui sont premièrement assez énergivores. Ouais. Et donc, ça pèse beaucoup, les précarités énergétiques, ça pèse beaucoup dans les dépenses des ménages. Et est-ce que vous pensez que les plafonds
sont suffisants pour empêcher en fait, un phénomène au sein duquel les ménages les plus modestes sont contraints à partir, en fait, car après que le délai du plafond soit dépassé, eh bien, vraiment, automatiquement, le prix du loyer augmente et donc ces ménages qui sont contraints à partir. C'est assez suffisant ou est-ce que même au niveau plus territorial, on peut aussi dépasser cet effet Ouais. Non, mais c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Alors, là-dessus, je vous invite à regarder, parce que là, pour le coup, il y a une actualité très récente qui s'appelle, en gros, avant d'avoir un dispositif dit louer abordable, puis on avait tout un tas de dispositifs derrière de conventionnement sous différentes formes. C'est des choses qui évoluent, mais qui sont dans la finalité reste la même. Et là, ce dispositif, il vient d'être récemment réformé au travers d'un nouvel acronyme qu'on appelle LOC Avantage. Et en gros, on voit quand même que les aides aux propriétaires bailleurs sont vraiment loin d'être négligeables à partir du moment où ils acceptent de conventionner leur logement et donc les loyers de sortie. Ce qu'on voit, c'est que finalement, surtout dans cette dynamique de massifier les interventions, on a tendance à avoir des périodes de durée d'application du conventionnement qui s'écourtent. Et on voit aujourd'hui que, et LOC Avantage en est l'exemple même, on est sur 6 années. 6 années de conventionnement et donc d'engagement à appliquer des loyers plafonnés. Alors c'est peu et c'est déjà beaucoup, j'aurais tendance à dire, puisqu'on le voit, ce qui marche beaucoup sur les logements qui mobilisent ce type de dispositif, on est sur des petites typologies de logements. On est souvent sur des logements dits de transition, où les gens ne sont pas non plus, ne restent pas éternellement. Malgré tout, effectivement, on voit que l'offre, au bout d'un moment, se tarit et puis il faut la renouveler sans cesse, en permanence. Vous avez raison, c'est une vraie question. Aujourd'hui, la durée d'engagement qu'on estime à peu près raisonnable pour un propriétaire en contrepartie d'aide, c'est 6 à 9 ans. Voilà. On pourrait, après, c'est un autre débat, tout le souci de ces politiques, c'est d'être en capacité d'articuler des contreparties avec un vrai effet levier. Et ça peut paraître effectivement étonnant, mais on peut avoir affaire à des mécanismes de non-mobilisation des aides si les exigences sur les contreparties apparaissent pour des raisons rationnelles ou non rationnelles trop contraignantes. Juste un petit mot pour intervenir. Madame Diallo, vous avez posé une question. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole aux autres intervenants à distance à Vannes et à Brest, puisque vous nous invitez à élargir le propos sur les questions de forme urbaine. Et on y reviendra. Je vous propose de laisser la parole aux autres intervenants. Ibrahima, je vous passe la main. Oui. Il y a une question sur le chat. Alors, que ce le Blake ou que ce Robert, vous voulez bien intervenir? Enfin, vous choisissez celui qui veut. Comme vous voulez. Moi, j'aurais un exemple du coup qui serait un peu similaire à celui de Rennes, mais localisé à Brest avec ses particularités locales, où on peut laisser la main, comme vous voulez. Allez-y, pas de problème. Alors, dans ce cas-là, je vous propose peut-être de pouvoir partager. Voilà. Donc, le temps que je fasse la manipulation. Donc, moi, Jacques Lebec, je suis responsable des interventions sur l'habitat privé, du coup, à la direction de l'habitat à Brest Métropole. Alors, on est un service qui gère notamment toutes les interventions sur l'habitat privé, opérations d'amélioration de l'habitat. On traite notamment tout ce qui est opérations programmées d'amélioration de l'habitat dans le cadre notamment de la délégation locale de l'ANA. Et j'ai aussi en charge le pilotage et la coordination de la plateforme de rénovation énergétique Tinergie, qui est l'équivalent en brestois de la plateforme qui vient de vous être présentée, Éco-Travaux à Rennes, et qui a pour objectif de favoriser, de mettre en condition les particuliers et les professionnels également pour viser l'atteinte des résultats de la transition énergétique. Alors, je vais essayer de partager. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est bon, c'est à l'écran? Oui, c'est bon, on voit bien. Voilà, donc un propos introductif en fait pour évoquer la transition énergétique. Alors je ne vais pas reprendre tout le cadre qui a été très bien dit là par Samuel, le cadre réglementaire et le positionnement, un petit peu les enjeux du sujet de la rénovation énergétique. Ce que je voulais mettre en avant ici, c'était qu'en fait la transition énergétique, c'est une thématique qui est assez récente en fait dans l'intégration dans les politiques publiques locales, qui s'est faite il y a une petite dizaine d'années, en tout cas à Brest, et qui a profondément modifié, on va dire,
le périmètre d'intervention des collectivités publiques sur le champ de l'habitat privé. Historiquement, les collectivités sont plutôt positionnées sur un périmètre d'intervention qui a été un peu dessiné par l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, créée dans les années 70, et qui a défini un ciblage de son action, repris par les collectivités, notamment un ciblage plutôt social. On s'adresse plutôt à des propriétaires occupants à ressources modestes ou très modestes pour les aider à améliorer leur logement. C'est aussi un ciblage technique, ça a été évoqué par Samuel, sur des objets un peu spécifiques tels les copropriétés en difficulté qui, par leur nature juridique et organisationnelle, fait que il peut y avoir besoin d'un appui public du fait d'une certaine fragilité. Donc ça, c'est des objets d'intervention assez classiques des collectivités, comme d'autres, l'adaptation des logements, le conventionnement des loyers, ça a déjà été évoqué. Tout ça se fait notamment dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, notamment la délégation des aides de l'ANA, qui est en place sur Brest, notamment depuis 2005, qui a permis de conforter, de légitimer le positionnement de la métropole dans ses interventions. Dans ce cadre-là, on a notamment travaillé la question des opérations de renouvellement urbain, de la lutte contre l'habitat indigne. Mais c'est à partir de 2010, notamment dans le cadre de l'élaboration du plan climat à l'époque, qu'on a peu à peu intégré la question de la transition énergétique dans les politiques publiques locales. Ça nous a forcé à élargir notre périmètre d'intervention. C'est-à-dire que pour pouvoir influer sur l'empreinte énergétique du territoire, le chantier est tel que ça nécessite non pas de toucher, on va dire, les populations peut-être les plus fragiles, touchées par les problématiques de précarité énergétique, mais d'élargir à l'ensemble des habitants, des particuliers et des propriétaires, pour pouvoir influer, considérant que le parc immobilier, le secteur du bâtiment de manière générale, est le principal consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, on a affaire à un chantier, alors j'ai mis titanesque sur la diapo, mais c'est vraiment le cas, au regard du nombre et de la qualité de la performance des réhabilitations qui doivent être mis en œuvre. Et ce d'autant plus que cette rénovation du parc, elle doit, nous, en tant que collectivité publique, on est là pour accompagner le mouvement. On n'est pas maître d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage sont les propriétaires privés. Donc, nos moyens d'action sont forcément limités en termes d'information, de sensibilisation, d'incitation, notamment de subvention. Alors, l'État commence à mettre en place les premiers éléments un peu coercitifs. On évoquera d'ici la fin de la présentation, notamment les obligations qui sont imposées à partir de 2025 aux propriétaires bailleurs qui louent leur logement, qui vont devoir respecter une certaine étiquette énergétique. Donc voilà, c'est quelque chose qui se cadence et qui se fait à plusieurs niveaux. Alors, juste pour rappeler un petit peu les spécificités de la métropole au travers de son plan climat, donc vous voyez sur les diagrammes sur la gauche qu'effectivement le secteur du résidentiel, un secteur de l'habitat, et avec celui des transports, le principal émetteur de CO2 et puis également principal consommateur en termes de facture énergétique. Donc c'est un enjeu, un vrai pivot si on veut asseoir une politique efficace de transition énergétique. Une des particularités chez nous, c'est la typologie de son parc immobilier, alors largement démoli pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a affaire notamment aussi à beaucoup en masse, on va dire, des logements construits dans les années 49 jusqu'aux années 75-80, qui sont notamment issus de la reconstruction et qui sont des logements qui sont assez fragiles thermiquement, donc qui sont une des cibles de notre plan climat, de notre action. Donc l'objectif, c'est de multiplier par 3 la rénovation. Quand j'évoquais des chantiers titanesques, on est vraiment sur ce champ-là. Et encore plus difficile à atteindre, au-delà de la massification, c'est le fait d'atteindre des étiquettes énergétiques extrêmement hautes. On évoquait le bâtiment basse consommation, l'étiquette B, qui est l'objectif des plans climat. Donc une des contributions de la métropole, ça a été un des constats, plutôt, ça a été de dire qu'il fallait accompagner, qu'il fallait aider les propriétaires privés à se mettre sur le chemin de la transition énergétique. Et donc, en 2012, donc ça fait 10 ans maintenant, la métropole a créé, parce qu'à l'époque, on appelait une plateforme de rénovation énergétique. On devait être un des premiers territoires à essayer de lancer là-dedans à l'époque, qu'on appelle maintenant le service public de la rénovation énergétique. Donc, c'est la plateforme Tinergie, alors Ti pour maison en breton, croisé avec énergie, qui constitue, on va dire, le point d'entrée pour accompagner les particuliers dans une logique de rénovation de leur habitat. L'objectif, c'est faire du chiffre, massifier, parce que c'est un des enjeux
pour pouvoir atteindre les objectifs de la transition. C'est donc faire du nombre, mais également faire de la qualité, de la performance, et puis sans oublier effectivement ce qu'évoquait Samuel tout à l'heure, la question de la lutte contre la précarité énergétique, notamment en ciblant une action sur les propriétaires occupants modestes. Mais une des clés de notre intervention, ce n'est pas uniquement d'accompagner la maîtrise d'ouvrage privée, mais c'est aussi de mettre en mouvement tout un écosystème d'acteurs. C'est-à-dire qu'au-delà de l'accompagnement des particuliers, des propriétaires, il faut également qu'on accompagne la montée en compétences des professionnels locaux, professionnels du bâtiment, professionnels de l'immobilier, j'allais dire mettre dans le mouvement les banques, les organismes financiers. On est, si on veut atteindre le résultat, des résultats véritablement, comment dirais-je, performants, il faut qu'on mette en mouvement un écosystème complet. Et c'est une des logiques d'action, en tout cas des territoires en proximité sur le territoire de la métropole. Donc l'offre de service de la plateforme, alors ça a été balayé, je l'ai balayé de manière assez simple tout à l'heure. Donc c'est un point d'entrée unique hein, pour simplifier, hein, tout simplement l'accès de tout un chacun à un accompagnement qui est un des enjeux d'une rénovation réussie. Et cet accompagnement, on le garantisse comme étant neutre et gratuit, c'est-à-dire qu'on a souvent, les particuliers ont souvent en face d'eux un certain nombre d'accompagnements commerciaux qui sont proposés, de démarchages à domicile, qui font qu'ils perdent un petit peu la confiance dans les différents acteurs. Donc, un des enjeux, c'est également pour la collectivité de sécuriser ce type de démarche et de faire en sorte que les particuliers trouvent un endroit où ils peuvent avoir confiance dans leurs interlocuteurs. C'est un des enjeux et des offres de l'offre de service de la plateforme Tinergie. C'est également de mettre en place une méthode balisée hein, qui permette d'asseoir un projet, hein, de l'évaluation énergétique initiale jusqu'à la réalisation des travaux. De mettre en place un partenariat avec des professionnels locaux. La plateforme Tinergie, par exemple, permet une mise en relation entre un certain nombre de professionnels qui sont, alors pas labellisés, mais partenaires du dispositif, hein, qui sont engagés notamment dans une charte qualité. Alors, je parle d'entreprises ou d'artisans locaux, hein, et derrière lesquels le particulier, s'il le souhaite, peut être mis en relation. Et puis, en dernier lieu, j'indiquerai que la collectivité met en place des aides locales qui viennent compléter les aides nationales. Alors, ces aides sont à destination de l'ensemble des profils de revenus, que ce soit les ménages à revenus modestes, mais également les ménages à revenus intermédiaires et supérieurs. Et vous avez sur la droite l'équipe de conseillers qui est à l'œuvre sur Brest Métropole et sur le pays de Brest, parce que la plateforme Tinergie est aujourd'hui élargie à l'ensemble du bassin d'emploi et de vie de Brest et du coup de sa région. Voilà. Alors, je vous mets ce schéma-là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, la brique de gauche, c'est le point centralisé d'accueil et d'information des usagers, mais qui emporte derrière un certain nombre de filières qui correspondent à des profils de ménage, des profils de ressources, des profils techniques. Un back-office qui est assez compliqué, hein, c'est ce qu'évoquait également Samuel tout à l'heure, et que nous, on traite du coup en back-office derrière, le particulier se contentant de prendre contact et il se laisse guider derrière vers la bonne filière pour être accompagné tout au long de son projet. Quelques éléments en termes de bilan qui sont on peut avoir plusieurs lectures hein, de ces bilans-là, à la fois positifs et négatifs. Positifs parce qu'on arrive à faire des choses intéressantes en nombre et en qualité. Et le revers de la médaille, c'est que c'est jamais suffisamment bien et suffisamment quantitativement important pour pouvoir répondre aux enjeux aujourd'hui de la transition énergétique. Donc, pour vous donner quand même une idée, on accompagne dans le cadre de la plateforme brestoise 2300 contacts par an. C'est le bilan 2021. On a réussi à mettre en mouvement plus de 500 logements en termes d'évaluation énergétique. À financer, à subventionner plus de 400 rénovations, alors à la fois en maison individuelle, mais également en logement en copropriété, à la fois sur des ménages à revenus modestes, comme sur des ménages à revenus intermédiaires ou supérieurs. Et là où le bas blesse, c'est notamment le quatrième item, c'est notamment l'atteinte du label BBC, donc c'est-à-dire de la performance requise pour la transition énergétique, où on s'aperçoit que voilà, on est sur 400 logements rénovés, on ne fait même pas 100 logements BBC. Donc, pour vous indiquer que là, il y a une vraie marge de manœuvre qui est de pousser ces rénovations énergétiques globales et performantes, et qu'il y a un vrai enjeu à travailler ce sujet-là.
Et je ferai le même commentaire que le collègue Rennais sur la divergence peut-être de point de vue, ou en tout cas de lecture du sujet entre le niveau national et le niveau local. Je vous ai mis en vert les statistiques de MaPrimeRénov', qui est l'aide de l'État, hein, qui prend la suite du crédit d'impôt de transition énergétique et qui finance principalement du monogeste, c'est-à-dire un seul type de travaux, changement de fenêtre, changement de chaudière, et puis ce qu'accompagnent les collectivités au travers de leur plateforme, qui sont plutôt des projets globaux de rénovation. On voit notamment les moyennes de travaux, on est à entre 15 et 20 000 euros pour un logement en copropriété et jusqu'à 50 60 000 euros pour une maison. Donc voilà, il y a une vraie divergence entre ces deux secteurs-là, et une difficulté également d'articulation, puisque notamment les dispositifs nationaux restent dans le cadre d'une instruction nationale également dématérialisée, et avec des difficultés de créer des passerelles entre les deux. Alors, je vais peut-être avancer, quitte à accélérer un petit peu. Juste, oui, voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait de dire qu'un des rôles des collectivités, ce n'est pas uniquement d'accompagner, de sécuriser et de cofinancer les démarches des particuliers qui sont les propriétaires de leur bâtiment et de leur habitat à rénover, mais c'est également de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs des différentes filières. Alors, deux exemples, hein, les professionnels du bâtiment. Beaucoup d'entreprises, d'artisans voilà, sont hyper spécialisés dans un type de travaux, un corps d'État, et que cette trop grande segmentation pose la question de l'efficacité technique, thermique, économique, hein, de leur action. Du coup, une de nos actions, notamment, c'est de mettre en place des chartes qualité pour essayer de faire en sorte que les entreprises, les artisans, les bureaux d'études puissent embarquer le mouvement de la transition et du coup se mettent au diapason et proposent des solutions qui soient vraiment de qualité pour les particuliers. Alors, c'est un vrai travail qu'on fait avec les filières et avec les chambres consulaires également. On a également expérimenté dans le cadre d'expérimentation avec une association, non, c'est pas une association, c'est une entreprise solidaire d'Orémy, pour essayer de former des groupements d'artisans à la rénovation performante. Donc voilà, ça c'est une action qu'on essaie de mettre en place pour se dire qu'on a besoin de reconfigurer un petit peu la filière du bâtiment et de faire en sorte que des artisans qui se regroupent entre eux puissent proposer, enfin, en tout cas proposer une offre de service à des particuliers qui leur permettent à la fois de simplifier la démarche et puis de proposer quelque chose qui soit vraiment de qualité. Et puis en espérant également la question du prix abordable derrière, ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en place. On mène également des actions en direction des établissements bancaires, hein, parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a peu de produits qui sont vraiment dédiés, qui permettent le financement de bouquets de travaux à hauteur. Hein, l'éco-PTZ, notamment, est largement sous-utilisé. Donc, on est en train de mettre en place des partenariats avec plusieurs banques locales, hein, pour assurer le lien, notamment avec la plateforme. On a notamment identifié un cas, c'est les particuliers qui achètent une maison. On est là dans une fenêtre de tir assez idéale où le bien n'est pas encore occupé et où on peut lier éventuellement un prêt d'acquisition sur le bien immobilier avec un prêt travaux. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément entrées dans les procédures et les automatismes. Donc, on va essayer de créer des passerelles entre les banques et puis notre plateforme de rénovation énergétique pour essayer de mettre un peu de l'huile dans les rouages, essayer de démultiplier les opérations les plus qualitatives possibles. Et en sachant qu'on a toujours des besoins sur les outils, à la fois en termes de préfinancement de subventions, parce qu'autant il y a des subventions importantes qui existent aujourd'hui, il y a une question de trésorerie qui se pose derrière, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour avancer les subventions qui sont souvent versées en fin de travaux. Et puis, comment est-ce qu'on finance le reste à charge, c'est-à-dire le montant qui n'est pas couvert par les subventions. Alors, un type d'exemple, hein, un exemple pour illustrer mon propos, vous avez à l'écran une maison dans le cadre d'un projet de rénovation classe énergétique B, avec vous regarderez le programme de travaux qui est assez important en termes d'isolation des murs de la toiture, de changement de menuiserie, de changement de système de ventilation, de chauffage, mais on est sur un montant de travaux qui dépasse les 50 000 euros. Alors, pour autant, les propriétaires peuvent bénéficier de plus de 20 000 euros de subventions, ce qui est loin d'être négligeable. Malgré tout, il y a tout un emballage en termes de trésorerie, notamment, à effectuer pour faire en sorte que le projet puisse se faire, et surtout de faire en sorte qu'il puisse être démultiplié derrière et abordable pour tout un chacun. Autre exemple, alors les copropriétés, c'est un vrai sujet également, hein. Beaucoup de difficultés, des difficultés encore supérieures en termes de prise de décision, c'est-à-dire faire en sorte qu'une majorité de copropriétaires se positionne sur un programme de travaux concernant leur partie commune.
avec une certaine hétérogénéité à la fois des positionnements, des statuts de bailleurs, d'occupants, de revenus qui font et qui complexifient encore les opérations. Alors, sur les copropriétés, il n'y avait aucun dispositif de droit commun qui préexistait, sauf les dispositifs qui étaient liés aux copropriétés en difficulté, c'est-à-dire une frange voilà, infime, j'allais dire, de l'action. Donc, il y a un système aujourd'hui qui a été mis en place sur la base du dispositif MaPrimeRénov', alors qui fonctionne bien. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de visibilité d'ici la fin de l'année, post-2022. Et donc, le sujet et les projets de copropriété en rénovation énergétique, ça met 2-3 ans à se monter. Donc là, il y a encore une difficulté que doivent gérer les collectivités, c'est-à-dire de mettre en mouvement sur du pluriannuel des copropriétés en ne sachant pas quelle sera les clés de financement d'ici un an. Donc voilà, ça c'est concrètement une des difficultés majeures sur lesquelles on achoppe aujourd'hui, mais sur lesquelles on continue d'appuyer en finançant, on va dire, les étapes les unes après les autres, et en espérant conserver les dynamiques de projets au sein des ensembles immobiliers. Un autre exemple, on vient de développer une mission sur les écomatériaux, la promotion des écomatériaux, pour essayer parce qu'on parle beaucoup, quand on parle de transition énergétique, de quantitatif, de performance, mais c'est vrai que la question des matériaux à utiliser, des circuits courts, du fait de ne pas s'appuyer que sur des matériaux conventionnels et de faire en sorte peut-être de mobiliser les circuits locaux, pour minimiser l'impact carbone de nos rénovations. C'est un vrai sujet de développement. Donc, on a postulé un appel à projet régional sur lequel on a été lauréat. Et donc, voilà, c'est un des positionnements des collectivités aussi. Aller chercher de l'argent dans le cadre des nombreux appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt, qu'ils soient régionaux ou nationaux, qui se mettent en place pour pouvoir récupérer un peu de crédit de fonctionnement pour mettre en place des missions expérimentales et développer des sujets qui sont porteurs au niveau local. Donc voilà, c'est l'exemple de la mission Écomatériaux qui est en place depuis un an chez nous et qui a permis de financer un 50%, enfin un demi-poste à l'Agence locale de l'énergie. Voilà, j'évoquais également tout à l'heure, Tinergie, c'est la métropole de Brest, mais c'est également, depuis plus d'un an maintenant, quasiment l'intégralité du pays de Brest, puisqu'il y a plusieurs conventions de coopération qui ont été signées entre les collectivités PCI du pays de Brest pour mutualiser les moyens sur le sujet de la transition énergétique, conforter également le lien avec les professionnels, parce qu'en fait, on a affaire aux mêmes professionnels sur ces territoires-là, et plutôt que de multiplier les marques et les procédures, l'idée, c'est plutôt de mettre en cohérence tout ça et faire en sorte qu'ils se mettent, que simplifier également l'accès et les passerelles avec à la fois les habitants et les professionnels. Donc ça, c'est une dynamique intéressante qui est assez originale, menée sur la pointe Finistère. Et peut-être avant de terminer, les quelques contraintes qui se posent à nous. Alors, j'ai mis quelques extraits de journaux locaux. Entre les prix de l'immobilier, et notamment du marché de la rénovation, qui ont tendance à flamber, entre la difficulté pour la fourniture de matériaux, sur les hausses de prix qui ont été constatées sur le marché de la rénovation énergétique, plus de 30% depuis un an et demi. Et puis l'impact de la loi climat et résilience qui commence à poser ses premières exigences en termes d'obligations de rénovation à partir de 2025. On voit bien qu'on est sur un moment charnière et qu'on est chahuté à la fois par l'actualité, le quotidien, et puis on a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, et on voit qu'on a également pas mal de contraintes qui se posent à nous. Et il y a un vrai sujet. Pour moi, il y a notamment des questions qui ont été posées dans le cadre de la conférence des citoyens sur le sujet de la transition énergétique, notamment le fait de lier de manière peut-être un peu plus claire l'acquisition immobilière et le fait de la remise à niveau, le fait d'upgrader le bâtiment qu'on achète pour le remettre à niveau, le fait de s'inscrire dans un agenda qui soit peut-être plus clair à horizon de 10-15 ans, sur le fait de se dire que peut-être entre le niveau national et le niveau local, il y a également un modus vivendi qui doit peut-être être actualisé. Enfin, il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles il va falloir absolument travailler pour être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui sur le sujet de la transition énergétique. Et alors, je ne vais pas revenir là-dessus. La dernière slide, c'était la convergence ANA-ADEME. C'est le fait que, effectivement, alors on est dans un contexte
très mouvant, qui est celui de la transition énergétique, tant sur les acteurs que sur les procédures, que sur les financements. Alors, on espère que le dernier mouvement qui a été impulsé par l'État puisse en tout cas, à minima, durer un petit peu de temps, parce que ça permet d'asseoir une certaine stabilité qui est quand même positive pour la mise en place des projets. Et puis, on attend pour l'année prochaine, effectivement, l'ouverture de l'accompagnement aux travaux et la massification à mettre en place, la question des accompagnateurs privés de la rénovation énergétique qui vont s'inscrire et prendre le relais, ou plutôt compléter le service qui est aujourd'hui proposé par les plateformes de rénovation énergétique publique, type Tinergie, type Eco3O sur Rennes. Et donc là, c'est une vraie révolution. Il faudra travailler à une mise en cohérence de tout ça. Alors, c'est le mot de la fin, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin, on ne pourra pas, les collectivités ne pourront pas seules assumer et assurer l'accompagnement et la mise en mouvement de l'ensemble du microcosme de la rénovation énergétique. On a besoin que les privés interviennent et se positionnent. La question, c'est comment on le fait et quelle est la place de chacun là-dedans. Et c'est vrai qu'on prône en tant que collectivité locale le fait que ce soit le plus possible intégré dans les politiques publiques et que les collectivités puissent être le garant et l'organisateur de ce mouvement local. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Lebec. Nous allons poursuivre avec quelques échanges. Vous avez des interventions. Peut-être Erwan Robert et ensuite oui, nous allons enchaîner. Sur Robert, nous allons enchaîner avec vous. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Vous avez la possibilité de basculer sur le PowerPoint ou pas? Oui, je vous le mets. Merci. Ouais. Le temps que vous fassiez ça, je vais juste me présenter rapidement. En fait, donc Erwan Robert, moi je suis directeur de Bretagne Sud Habitat, un bailleur social du Morbihan. Déjà, merci de l'invitation. Bonjour à tous. Juste un petit mot d'info. Moi, tout ce qui vient d'être dit, il y a une vraie complémentarité entre l'action sur le public et l'action sur le parc privé. Côté public, on est moins nombreux et pour autant, on a une capacité d'intervention qui reste assez massive. Juste un tout petit mot sur les enjeux et les objectifs. Il y a un article qui laisse entendre que, grosso modo, par rapport aux objectifs qui sont posés par la COP21, une année qui permet de gérer le carbone correctement, c'est une année Covid. Donc, on voit l'enjeu, en fait. Une diminution compatible avec les enjeux de Paris, c'est 8% par an. Dans une année Covid, on fait moins 6%. On voit qu'on est sur des enjeux qui sont monstrueux, auxquels on n'est absolument pas adapté. Pour donner des idées un tout petit peu concrètes, alors, ça, c'est juste la carte d'identité. Un deuxième PowerPoint, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Non, je continue sur celui-ci, c'est pas grave. Vous m'entendez toujours? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, donc je disais que pour donner une traduction concrète à ce que je viens de dire, en fait, on a fait à l'échelle de la Fédération des offices, donc des bailleurs sociaux publics, de la famille publique, une simulation pour regarder combien. Ah ouais, très bien, merci. Combien coûterait pour nous l'adaptation du patrimoine, notamment sur le volet de la rénovation énergétique en dépenses annuelles. Donc, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, la rénovation énergétique, ça pèse à peu près 1 milliard d'euros par an pour l'ensemble des bailleurs publics de France. Pour être à niveau, il faudrait passer à 3,8 milliards d'euros par an. On est sur un facteur 4, c'est Carbone 4 qui a fait cette étude-là pour le compte de la Fédération. On est sur des acteurs que vous connaissez. C'est là aussi pour donner un deuxième ordre de grandeur. On est sur des éléments qui sont massifs. Passer de 1 milliard à 3,8 milliards d'euros d'investissement par an, ça veut dire qu'en fait, il faut changer de modèle écologique, mais surtout de modèle économique. Quand on se dit qu'il faut passer sur la déconstruction à 10 fois plus que ce qu'on a fait sur les dernières années, parce qu'on a un patrimoine qui vieillit en France, que sur le champ de la rénovation énergétique, il faut
x4, que sur l'accession à la propriété, il faut aussi développer une offre parce que l'augmentation des prix de l'immobilier fait que on se retrouve avec notamment des classes moyennes qui aujourd'hui ont des difficultés d'accès au logement. Que sur le champ du locatif, il faut aussi produire plus parce qu'on a de plus en plus de demandes exprimées et que parallèlement à ça, il faut, sur la rénovation énergétique multipliée par 4 notre investissement, on voit qu'on arrive au bout d'une logique en fait. Et que le modèle économique sur lequel aujourd'hui est assis le système les fondamentaux de l'habitat social arrive en bout de course, n'est plus en capacité de répondre à ces impératifs-là. Donc, au-delà de la rénovation énergétique, il y a la question de comment on arrive à atteindre ces objectifs-là en parallèle des objectifs de production, en parallèle des objectifs de déconstruction, en parallèle des objectifs de service qui sont associés aux mutations qu'on connaît aujourd'hui. C'est les questions que se posent aujourd'hui les bailleurs sociaux de façon globale à l'échelle nationale. Donc, ça veut dire que si à un moment ou à un autre, on va être cohérent, il faut d'abord regarder quels sont les objectifs posés par la loi climat résilience, posés par le zéro artificialisation nette, posés par la COP 21, et puis à rebours, essayer de définir une stratégie qui permet d'être à niveau en termes d'objectifs de production, de construction et de rénovation, et à partir de là, de déterminer le modèle économique en capacité de supporter cette évolution qui est une évolution, encore une fois, majeure. Pourquoi je dis que le modèle aujourd'hui est mort? Parce qu'il est financé essentiellement à partir d'aides publiques et que ces aides publiques, on ne peut pas les multiplier par 4, si je reprends l'exemple de la rénovation énergétique. Il est financé à partir de loyers, donc qui sont payés par nos concitoyens, nos locataires, et on ne peut pas multiplier leur loyer par 4. Et il est financé à partir des fonds propres des bailleurs sociaux et de là, exactement la même conclusion. On ne peut pas, si on veut pouvoir et déconstruire et reconstruire et travailler sur de l'aménagement pour favoriser les parcours résidentiels et travailler sur le parc d'habitat pour seniors parce qu'on est face à une mutation démographique majeure, envisager de multiplier par 4 la ponction nécessaire à la rénovation du patrimoine bâti. Donc, le petit propos introductif, il a juste pour ambition de reposer le débat. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on raisonne avec les modèles antérieurs, on est dans une impasse. Même si on décidait tous de concentrer l'essentiel de nos capacités à la rénovation énergétique de notre patrimoine, on serait sans doute à l'heure par rapport aux objectifs posés par les collectivités territoriales. Je reprends ce que présentait Samuel concernant Rennes Métropole, c'est vrai aussi sur Brest Métropole. Mais par rapport aux objectifs qui devraient être les nôtres, si on veut être au rendez-vous de 2050, encore une fois, on est très, très en dessous de la toise. Donc, la question qui se pose à nous, encore une fois, c'est est-ce qu'on continue sur nos politiques au fil de l'eau? Est-ce qu'on utilise les dispositifs qui sont à notre disposition pour attaquer la rénovation énergétique, sachant que les bailleurs sociaux sont plutôt vertueux, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Samuel, je m'appuie sur son propos. Autant dans le parc privé, parfois c'est un petit peu difficile d'aller mobiliser les propriétaires privés jusqu'à ce qu'une loi intervienne, c'est ce que disait Jacques. Autant dans le parc public, on voit qu'on est déjà en avance de phase, on a déjà avancé en matière de production de logements rénovés vers des étiquettes A ou B ou C. On voit que le premier pas a été fait, ce qui permet au marché économique de se maturer progressivement, d'atteindre le niveau de maturité, parce que les entreprises voient qu'au travers des bailleurs sociaux, elles ont accès à un marché, elles ont accès à un carnet de commandes qui leur permet d'avancer sur ces notions de rénovation énergétique. Et on voit aussi que si on continue ce scénario au fil de l'eau, aussi vertueux soient les bailleurs bretons, on sera encore une fois en retard par rapport aux objectifs qui sont posés en 2050 et dont les premiers jalons sont dès 2024, puis 2028, puis 2030, 2035 pour les logements classés en G, en F, puis en E. Encore une fois, là, on est confronté à un vrai changement de paradigme. Auparavant, on était confronté à un choix qui consistait à une affectation de moyens, plutôt de la rénovation que de la construction, plutôt de la construction que de la déconstruction. Là, on voit que même si on voulait affecter la totalité de nos moyens uniquement à la rénovation énergétique, ça ne suffirait pas. Donc, il faut partir vers autre chose. Et on a déjà des réponses au niveau national, donc les collectivités, on a des dispositifs en rue qui ont été améliorés grâce à l'appel au financement d'Action Logement. On a l'Europe qui effectivement se penche sur cette question-là et qui apporte des financements complémentaires au travers du plan de relance
travers du FEDER, on voit qu'on commence à être sur des niveaux de financement. Et puis, parallèlement à ça, on a l'Union sociale de l'habitat, qui regroupe toutes les familles HLM, qui va négocier des financements au niveau européen. Et là encore, pour vous donner un ordre de grandeur, ce financement complémentaire au niveau européen, c'est 1 milliard. Et je vous rappelle l'exemple que je donnais tout à l'heure. Il faudrait, si on voulait être à l'heure, passer de 1 milliard d'euros de dépenses en matière de rénovation énergétique à 3,8 milliards d'euros par an. Vous voyez le niveau d'impasse dans lequel on se positionne. Donc, il va falloir faire du en même temps, continuer tout ce qu'on vient de se dire, l'intervention sur le parc privé avec MaPrimeRénov', avec tous les dispositifs de transition énergétique. Pour ce qui concerne les bailleurs sociaux, continuer leur action vertueuse en matière de construction avec la RE 2020. Donc, on voit qu'on améliore les bilans carbone et la question de l'énergie dans les logements qui sont produits aujourd'hui. Il va falloir qu'on aille plus loin dans la rénovation, et notamment dans la rénovation énergétique. Et là, on sait pouvoir compter sur un certain nombre de dispositifs. Parallèlement à ça, on va continuer à innover. Donc, on va aller chercher avec des logiques d'industrialisation. Ça a été beaucoup dit par mes prédécesseurs avec la question de massification. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on doit demander aux entreprises du territoire breton ou plus largement du Grand Ouest de fabriquer des enveloppes étanches qu'on va venir poser sur nos maisons individuelles ou qu'on va venir poser sur nos bâtiments collectifs de telle manière à améliorer leur isolation et donc leur qualité énergétique intrinsèque. C'est ce qu'on essaie de faire au travers d'un dispositif qui s'appelle Energy Strong, dont vous avez peut-être entendu parler. On pourra y revenir si vous le souhaitez. On va continuer à travailler sur l'amélioration, en tout cas la transition du parc breton qui est pour partie électrique vers des systèmes de pompe à chaleur. On va essayer de connecter les parcs qui sont plutôt en zone urbaine à des réseaux de chaleur. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va être assez long, qui va être fastidieux et surtout qui demande une mobilisation financière qu'on est incapable aujourd'hui de proposer. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment qu'on ait cette prise de conscience et qu'on se mette autour d'une table pour regarder quel sera le modèle de demain, voir comment, en relais de l'action publique, on peut travailler avec des investisseurs ou avec des solutions de financement privé de telle manière à démultiplier nos capacités d'intervention si on veut pouvoir, encore une fois, être à l'heure par rapport à cette question, en gardant en tête qu'on est sur du logement social, donc il faut qu'on garde des niveaux de loyer qui soient les plus mesurés possibles par rapport à une demande sociale qui est de plus en plus importante, notamment pour des ménages qui sont des ménages fragiles. Donc, on est vraiment sur la politique du en même temps, là, pour le coup, sans plagier qui que ce soit. Il faut qu'on arrive à cumuler toutes ces petites actions, toutes ces actions plus ou moins importantes d'ailleurs, parce que certaines sont d'ampleur, en essayant en parallèle de travailler sur un nouveau modèle, de telle manière à démultiplier nos capacités d'intervention. Il y a un sujet sur lequel on va pouvoir aussi avancer, c'est le sujet de la déconstruction. Une bonne partie du parc français a été construit dans les 30 glorieuses, donc on est sur des cycles aujourd'hui qui arrivent en bout de course, en fin de vie, avec des qualités énergétiques qui ne sont pas bonnes, une isolation phonique qui est assez faible, et puis des fonctionnalités qui ne sont plus du tout adaptées aux besoins de la population d'aujourd'hui. Donc on voit qu'on va devoir passer par des phases de déconstruction. Et là aussi, on est sur un bilan carbone qui est assez négatif. La réhabilitation est beaucoup plus vertueuse sur le plan du carbone que la déconstruction. Et donc, il va falloir qu'on vienne compenser ce décalage-là en créant une filière qui permette de favoriser le réemploi, le recyclage des matériaux issus de la déconstruction. Et là encore, les bailleurs sociaux sont assez bien placés sur cette question-là, puisqu'on est à la fois donneur d'ordre en termes de déconstruction et donneur d'ordre en termes de reconstruction. Donc, on peut fixer le cahier des charges de nos déconstructions de telle manière à ce qu'on favorise justement ces cycles de déconstruction et de réemploi. Et on peut de la même façon fixer nos cahiers des charges de construction pour intégrer dans nos demandes et nos cahiers des charges cette notion de réemploi, de recyclage des matériaux. Mais ça suppose, comme ça a été dit au préalable, que tout notre écosystème se mobilise autour de cette question-là, puisque quand on réutilise une chaudière, des fenêtres, des portes ou n'importe quel élément constructif, il faut qu'on ait la capacité à gérer la question de l'assurance, notamment des assurances dommages d'ouvrage qui vont avec ce type de solution. Et pour l'instant, c'est un petit peu délicat. Donc, on voit que ça renvoie à la société et à notre écosystème des questions qui sont des questions centrales et qui dépassent le simple cadre de la rénovation énergétique. On part de la question du kilowattheure économisé ou produit de manière vertueuse, et puis on arrive à la question de comment, globalement, à l'échelle nationale, on se met en mouvement de telle manière à atteindre des objectifs que jamais qu'une société n'a atteint à ce jour.
Et là, on voit qu'il va falloir changer un certain nombre d'équations, et notamment les modèles économiques, de telle manière à pouvoir utiliser les relais qui sont à notre disposition. Sur certains territoires, ça va être très compliqué. En Bretagne, on a la chance d'avoir un territoire qui est très attractif. Qui dit attractivité dit, c'est la contrepartie, un marché immobilier, un marché foncier qui sont très dynamiques. Ce dynamisme-là, c'est un peu comme le judo, il va falloir l'utiliser, le mettre à profit pour aller chercher les ressources financières qui nous sont nécessaires pour justement améliorer encore la capacité de rénovation énergétique de notre patrimoine. Donc, pour revenir sur quelques éléments un peu plus pragmatiques, encore une fois, ça fait un certain nombre d'années que les bailleurs sont très engagés sur cette question de la rénovation énergétique. Un, pour améliorer ou diminuer le montant des factures payées par leurs locataires, c'est le premier sujet. Deux, par prise en compte des questions environnementales. À chaque fois qu'on a eu des évolutions des réglementations thermiques, les bailleurs ont toujours été en avance de phase, toujours mobilisés, alors même que nos équations financières, encore une fois, sont normées, donc on a peu de marge de manœuvre. Mais pour autant, ça a permis à tout notre écosystème et à tout l'écosystème des entreprises d'apprendre, de comprendre et à partir de là, de proposer des solutions qui soient compatibles par rapport au marché. Donc, on a toujours été en avance sur ces questions-là, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un patrimoine qui, en matière de qualité énergétique, est plus vertueux que ce qu'on peut trouver dans le parc privé, ce qui est normal, entre guillemets, du fait de ce que je disais tout à l'heure. Pour autant, on peut encore l'améliorer, on peut encore aller plus loin, mais ça impose une certaine agilité d'esprit sur le modèle économique, mais aussi, je le disais tout à l'heure, sur le modèle énergétique. Là, on avait tendance à aller vers des solutions gaz dès qu'on en avait la possibilité, pour reprendre un exemple très, très basique. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est repris par Carbone 4, mais d'autres bureaux d'études également, le gaz n'est plus la solution, il faut mieux s'orienter vers des réseaux de chaleur ou des systèmes de pompe à chaleur pour de l'individuel. Ça, à un moment ou à un autre, il faut qu'on soit en capacité de l'anticiper, de l'accompagner et de trouver en face de nous des réseaux de chaleur, quand c'est possible, qui soient plutôt orientés bois. Ce n'est pas le cas partout. Ou alors mettre en place un système de changement de nos systèmes de production d'énergie par de la pompe à chaleur. Et aujourd'hui, les filières ne sont absolument pas adaptées pour ce niveau d'attente, ou le niveau d'attente qui peut être le nôtre. Donc, on voit qu'à la base, quand on regarde ça de façon très macro, les objectifs sont majeurs. Un scénario pour nous au fil de l'eau, même si on a été vertueux par le passé, même si on est déjà en avance de phase par rapport à un certain nombre de propriétaires privés, ne suffit pas à atteindre les objectifs. Et à partir de là, il faut s'orienter vers des choses qui sont, encore une fois, un changement de modèle économique, une résilience ou une agilité sur les changements d'énergie utilisable dans nos différentes résidences. Et puis, je finirai là-dessus, il faut aussi engager, même si on l'a déjà fait par le passé, mais de façon encore plus importante, le dialogue avec nos locataires, puisque, in fine, la qualité de nos bâtiments et la consommation énergétique repose sur l'usage qu'ils font des logements qu'on met à leur disposition. Il faut sans doute mieux les comprendre, mieux anticiper un certain nombre de phénomènes, et notamment la question du vieillissement qui va avec une augmentation du niveau de chaleur dans les logements, pour essayer de voir comment on peut apporter de meilleures réponses à cette question de l'économie d'énergie. Et donc là, on a une notion service qui vient compléter la notion investissement. Et cette notion de service, on commence à peine à entrevoir les contours qu'elle aura dans les années ou dans les décennies à venir. Juste pour reprendre un exemple sur cette question du vieillissement, on s'attend à une multiplication par 1,5 de la population de personnes de plus de 75 ans. On est tous d'accord pour dire qu'on ne multipliera pas par 1,5 par 50%, le nombre de places d'EHPAD ou d'EHPA ou de résidences autonomie qui existent en France. Le budget de la Sécu pourrait le supporter, idem pour les collectivités locales. Donc, à partir du moment où il n'y a pas plus de places en hébergement, il va falloir qu'on s'habitue à apporter des solutions de logement adaptées à ce vieillissement, mais ça va aussi avec une dimension service qui renvoie aussi à la question de l'énergie. L'énergie est au cœur de beaucoup de sujets. Ce n'est pas juste un sujet pris à part. Il est vraiment au cœur de l'ensemble des sujets qui touchent aujourd'hui la question du logement. Il faut travailler sur le parc privé, c'est indispensable. La loi, de toute façon, aujourd'hui, nous fixe un objectif. Il faut travailler sur le parc public. On a déjà fait une partie du chemin,
Mais au regard des défis qui sont face à nous, au regard des changements démographiques et écologiques, des impératifs qui sont posés aujourd'hui, on a un facteur temps qui nous force à aller très, très vite. Et un modèle constant, ça paraît assez difficile. Donc, il est temps de se mettre à travailler sur les modèles de demain, notamment sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et sur le plan écologique. Voilà pour une petite, non pas prise de conscience. Je pense que chacun autour de la table a déjà fait cette prise de conscience, mais un rappel de ce que peut être aujourd'hui la vie d'un bailleur social dans les choix qu'il a à faire par rapport à des arbitrages majeurs qui sont tous importants et qui tous excèdent ses capacités d'intervention. Merci beaucoup, M. Robert. Alors, on va arrêter le partage d'écran. Juste peut-être, merci M. Robert, merci à l'ensemble des intervenants. Je me permets de relayer, il est 18h20 et pour pouvoir aussi donner la parole à une question qui nous a été transmise sur le chat par Camille Mialo, ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous m'entendez là? Oui, très bien, oui. Okay, très bien. La question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas, donc ça s'adresse peut-être plutôt aux collectivités, c'est peut-être un peu moins sur les bailleurs, quoique vous avez évidemment une réflexion sur l'aménagement, mais en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Question de Camille Mialo, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à financer la rénovation énergétique des maisons individuelles alors que ce mode d'habitat et les mobilités individuelles carbone associées à la maison individuelle ne semblent pas cohérents avec la neutralité carbone, comme l'a d'ailleurs souligné la ministre Emmanuelle Barron. Donc là, on est plutôt sur le lien entre ces questions et les questions de forme urbaine et forme d'habitat. Donc voilà, c'est un petit pavé. Je laisse. Qui veut lancer la réponse? C'est un peu complexe. On pourrait organiser une deuxième conférence là-dessus, quelques éléments de réponse. Non, moi, je veux bien juste en dire 2 mots très rapidement. En fait, on a 4000 logements individuels. Oui. 4000 logements individuels qui ont été construits un peu partout sur le département du Morbihan. Et pour autant, on les rénove tous. Alors, on est d'accord pour dire que on a des flux pendulaires, on est d'accord pour dire que ça pose des problématiques énergétiques, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, en fait. Dans l'absolu, on manque tellement de logements, on a un prix de l'immobilier, on a une telle tension sur le marché de l'immobilier et du foncier aujourd'hui, qu'on ne peut pas se du moindre mètre carré. Donc, il faut travailler sur tous les secteurs, ou tous les vecteurs en même temps, et puis essayer de faire en sorte que, justement, on les améliore tous les uns après les autres, sachant que ces logements-là, aujourd'hui, ils peuvent être affectés soit à des salariés, soit à des personnes qui sont retraitées, et dont les mobilités sont plus restreintes. Ça, c'est sur le plan de l'impact carbone de la mobilité. Sur l'impact carbone de la réhabilitation de ces bâtiments-là, de toute façon, leur déconstruction coûte plus cher que leur rénovation, sur le plan du carbone. Je ne parle même pas sur le plan financier. Donc, les déconstruire serait beaucoup plus onéreux sur le plan du carbone que le fait de les réhabiliter, sachant que la plupart d'entre eux ont déjà des enveloppes qui sont plutôt satisfaisantes. C'est le mode de production d'énergie qui pose problème, notamment le gaz et puis surtout l'électricité, parce qu'on a une bonne partie du parc breton qui est aujourd'hui électrique. Merci. Je veux bien rebondir effectivement sur compléter les propos d'Erwan que je partage complètement. Peut-être les compléter sous la forme de l'habitat, mais quelque part, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on traite une problématique d'urgence qu'il faut agir dès maintenant, qu'on fige pour l'éternité le devenir de ce patrimoine. Je veux dire, c'est très bien d'avoir un peu de réserve foncière et c'est très bien d'avoir la capacité aussi à pouvoir densifier, faire du renouvellement urbain dans 30, 40 ans. Disons que ce n'est pas parce qu'on réalise aujourd'hui une rénovation énergétique qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas la capacité à pouvoir muter le foncier dans les décennies à venir. Et tant mieux. Juste un mot, mais ça va aller dans le sens de ce qui a été dit. Un exemple sur la métropole de Brest, il y a 40 000 maisons individuelles. Je pense qu'il est économiquement beaucoup plus efficace de les rénover qu'imaginable de les déconstruire pour faire autre chose. Après, la question, elle se pose plutôt sur la production neuve, sur l'équilibre entre les différents produits qui peuvent exister, mais j'allais dire, c'est peut-être un autre débat. Pas pour autant que cette question n'est pas fondamentale. Hein. Et on a entendu effectivement tous les débats et la polémique qui ont été autour des déclarations de Mme Barron. Je pense que toutes les collectivités dans le cadre et
les organismes qui travaillent avec les collectivités dans le cadre du renouvellement des programmes locaux de l'habitat se posent ces questions, puisque toutes s'inscrivent dans le fameux zéro artificialisation nette, et de manière très concrète pour la métropole rennaise, même si on est en réflexion, en renouvellement de programme local de l'habitat, c'est dès, à peu près avec certitude, dès l'année prochaine, une réduction par 2 de la consommation foncière en extension, et un curseur placé sur la question du renouvellement urbain, comme on l'aura rarement vu. Donc on voit bien quand même que les lignes bougent, mais ce n'est pas nécessairement sur la question de la réhabilitation et de la rénovation énergétique qu'elles sont peut-être les plus criantes. Ouais, j'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Samuel. En fait, le zéro artificialisation, ça va être un marqueur très très fort des années à venir. Aujourd'hui, vous prenez le marché des petites agglomérations, des agglomérations bretonnes, et vous avez un prix de l'immobilier qui commence à atteindre des sommets. Hein. On est vraiment sur des niveaux de prix qui sont hors de portée pour une bonne partie d'entre nous, en fait. Le 4 000 € du mètre carré, aujourd'hui, c'est devenu quasiment de la moyenne, et puis on retrouve des opérations qui montent à 7 000, hors de Rennes. Parce que là, on était plutôt sur des sujets rennais, et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que… Donc on voit bien qu'il y a une tension avant même que le zéro artificialisation ne soit un sujet de discussion pour la totalité de nos concitoyens. Et à partir du moment où on va passer au zéro artificialisation, là, pour le coup, si on n'arrive pas à trouver des solutions très vite pour recréer une offre logement, on va avoir un accroissement encore de la tension. Et cette offre, elle peut venir effectivement de la réutilisation des friches, qu'elles soient industrielles ou autres. Elle peut venir aussi de la réutilisation d'un certain nombre de quartiers sociaux qui aujourd'hui sont peu denses, qui sont construits sur des modèles anciens, qui ne répondent plus aujourd'hui aux besoins des gens. Le problème, c'est qu'une opération de régénération ou de renouvellement urbain, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est des opérations qui prennent entre 6 et 15 ans. Donc, avant de reproduire des fonciers ou de produire des fonciers dans ces opérations-là, de toute façon, il va se passer du temps. Et si on veut pouvoir juguler, ou en tout cas contrôler, réguler cette pression immobilière qu'on observe un peu partout en Bretagne aujourd'hui, y compris sur la Bretagne intérieure, il va falloir qu'on sache jouer sur tous les paramètres en même temps. Et ça va être le travail des élus, et nous, en les accompagnant ou en leur apportant des solutions techniques, de jouer en fait sur cet équilibre entre, d'un côté, le zéro artificialisation et de l'autre, l'accompagnement de certaines communes dans la production de logements, y compris de logements individuels, quand ce sera possible, même si c'est de l'habitat en bande, pour offrir des solutions rapides, immédiates aux besoins de logement des gens. Ça veut dire, pour conclure là-dessus, sinon, en fait, le risque, c'est qu'on ait des unités industrielles qui n'aient pas la capacité d'accroître leur activité, faute de pouvoir recruter des collaborateurs. C'est ce à quoi aujourd'hui on est confronté en Bretagne. On a des sites industriels bretons, même sur l'intérieur de la Bretagne, qui ont des difficultés à recruter parce que les gens ont des difficultés eux-mêmes à accéder à un logement. Je ne parle pas des franges du littoral ou des zones urbaines, je parle de l'intérieur du Morbihan avec des abattoirs aujourd'hui qui voudraient pouvoir passer de 500 à 700 collaborateurs et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'arrivent pas à loger les gens. Merci pour ces mises en lien entre les différentes thématiques. Ça reboucle aussi avec une thématique qu'on avait sur une conférence du Forum d'action publique locale sur les questions d'aménagement et de ces enjeux de zéro artificialisation. Je rebondis, je me permets de reprendre la parole puisque je relais une nouvelle question du chat de la part de Brice Daniel qui est doctorant à Sciences Po Rennes. Alors, je vais essayer de résumer, M. Daniel, la question. En gros, ce que dit M. Daniel, ça renvoie à la question du modèle économique global que vous évoquez chacun finalement dans vos interventions. L'Union européenne apporte des financements via le plan de relance, la mobilisation FEDER, etc. Mais en même temps, on a les fameux critères de convergence économique avec des contraintes sur la dette. En même temps, donc ça a des effets sur les capacités des États membres à venir financer les travaux de rénovation, et on parle de financement nécessaire, que ce soit public ou sur le privé. Par ailleurs, au niveau national, on a une réforme avec la réduction des loyers de solidarité mise en place par le gouvernement. Ça a un impact pour le coup sur les capacités d'autofinancement des bailleurs. Est-ce qu'à plusieurs niveaux, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le serpent se mord la queue et si oui, comment, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a des actions de lobbying qui sont engagées au niveau des collectivités, au niveau des fédérations de bailleurs? Je me permets un prolongement de votre question, M. Daniel. Moi, je vais apporter juste un élément de réponse, mais je pense que Samuel et Jacques sont aussi ont un bout de la réponse. Effectivement, déjà, on peut se satisfaire d'avoir des financements. On va commencer par le début et on
vous êtes sur un territoire à Rennes Métropole où effectivement c'est une des collectivités qui finance le plus la question de l'habitat social, qui innove le plus en matière d'habitat social. Je pense que tout le monde peut s'en féliciter. Sur le Morbihan, on a aussi un département et des collectivités qui financent pas mal. C'est très bien. Le FEDER commence à s'intéresser à la question du logement. L'Europe s'intéresse à la question du logement. Des pays type l'Angleterre, l'Italie ou l'Allemagne qui avaient à un moment ou un autre commencé à se dessaisir de leur parc social sont en train de faire machine arrière et réinvestissent de façon massive sur la reconstitution d'un parc social, qui montre bien que, pour le coup, le parc social est véritablement vu par ces pays-là comme une richesse pour un pays. Le fait d'avoir un amortisseur social au travers des aides publiques, c'est déjà fondamental, mais le fait d'avoir un parc social qui permet justement aux gens de se stabiliser dans les périodes entre guillemets, de détresse, ça devient un élément majeur de la politique d'un État. Donc ça, en soi, c'est plutôt très bien qu'on ait des affectations de crédit. Après, les critères de convergence, c'est un autre facteur, mais je suis d'accord avec ce que dit l'intervenant, c'est qu'à un moment ou un autre, quand on met les deux en équation, on arrive à des systèmes d'impasse. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Est-ce qu'on peut avoir plus recours est-ce qu'on peut plus recourir à l'argent public? Un certain nombre d'États, aujourd'hui, en Europe, répondent par la positive, avec des plans de réinvestissement massifs qui se chiffrent en milliards sur le parc social, justement pour reconstituer un parc social qui a disparu au fil des années. Donc ça, c'est plutôt un facteur positif. Si je reviens sur le modèle français, on est sur un modèle qui est quand même très marqué par le côté public. C'est un parc public. Peut-être qu'à un moment, il faut juste supprimer le terme public. L'intérêt reste public, mais par contre, le modèle économique, lui, doit être pensé pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui a conduit à l'échelle d'un pays le collectif de citoyens qui l'habitent à mettre de côté une épargne qui est aujourd'hui valorisée à hauteur de 400 milliards d'euros. Le parc social français, c'est 400 milliards d'euros. Le fonds souverain norvégien, c'est 1000 milliards. On a déjà 40% du fonds souverain juste avec l'habitat social. Cet habitat social, c'est une richesse collective et il faut qu'on la réutilise comme étant une richesse collective. Elle a une valeur intrinsèque. Il faut qu'on sache utiliser cette valeur intrinsèque justement pour réaméliorer la qualité du parc, pour faire en sorte qu'on puisse conduire ces politiques de rénovation énergétique dont on parlait tout à l'heure, conduire aussi les politiques de déconstruction parce qu'il va falloir renouveler les quartiers, il va falloir les régénérer. Idem sur la partie EHPAD, on arrive en bout de course sur un certain nombre de sujets. Puis il va falloir reconstruire dans une logique vertueuse avec une RE 2020 qui forcément va coûter un tout petit peu plus cher que ça n'était le cas par le passé. Donc, si j'essaie d'apporter une réponse précise à la question posée, c'est très bien que l'Europe se saisisse de cette question. C'est très bien que des financements soient dédiés. On a des contraintes qui sont liées effectivement aux critères de convergence qu'il faut que les États ne peuvent pas, par la politique de subvention, continuer à suralimenter. Et pour autant, l'intérêt de cette politique publique, c'est qu'elle peut s'autoporter pour peu qu'on utilise le foncier, la valeur de l'immobilier, qui a une valeur d'un actif intrinsèque, pour assurer sa transition, sa rénovation, son renouvellement et sa modernisation. Il faut juste réécrire pour peu ce modèle-là. Et je finirai là-dessus, parce que je vois que Samuel piaffe de compléter mon propos. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'encore une fois, c'est une économie qui bénéficie directement au territoire sur lequel elle se développe. Quand une collectivité nous donne 1 euro, on fait 6 euros d'investissement sur son territoire. Ça fait 6 euros de chiffre d'affaires, ça fait 6 euros de salaire, ça fait 6 euros de base taxable. Aujourd'hui, on est sur une politique publique, puisque à Sciences Po, vous êtes habitués à faire ce travail d'analyse et de retour d'expérience sur les politiques publiques. On est sur une politique publique qui produit plus qu'elle ne consomme en matière d'argent public. Donc, autant utiliser cet effet levier, encore une fois, de telle manière à pouvoir démultiplier sur le plan économique du chiffre d'affaires, mais surtout de la qualité de vie pour les locataires et de la qualité de vie pour les villes et les collectivités qui investissent dans cette politique-là. C'est vraiment un enjeu de société, en fait. Il faut se réapproprier cette question-là. C'est une richesse collective. À charge pour nous de la faire travailler au mieux. C'est clair que ça va pas dans le sens forcément d'une simplicité ou d'une simplification des projets à mener, mais concrètement, effectivement, les pistes de financement, et on va les rappeler, sont celles sont celles qui vont vers des mutations du parc, des possibilités, de la réutilisation de potentiel de développement, de densification, etc. Et la capacité à pouvoir croiser différents types d'enjeux, d'optimiser les fonciers et de faciliter ou de fluidifier les plans de financement. Donc, c'est sûr, effectivement, qu'il faudra qu'on réfléchisse à ces questions
qui certes, c'est plus complexe que simplement mettre une isolation thermique sur un bâtiment, mais qui sont nécessaires à la globalité du modèle. Peut-être quand même, puisque la question portait sur les plans de financement, rappeler que moi, j'étais sensible effectivement à ce qu'a dit M. Lebec tout à l'heure sur Brest Métropole, pardon. C'est la question, comment dire, du risque du stop and go dans ces politiques. On le voit très concrètement sur MaPrimeRénov' copropriété, qui est issu du plan de relance. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' copropriété, pour engager un travail, un accompagnement, une action auprès d'une copropriété, c'est 3 ans de boulot amont avant que cette copropriété se lance dans un engagement de travaux en assemblée générale. Enfin, voilà, on en passe par tout un tas d'étapes, c'est rude. Donc aujourd'hui, effectivement, travailler avec des modèles de financement qui nous donnent de la lisibilité au 31 décembre 2022, ça va venir par poser les difficultés très rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, en gros, ce que je veux dire, c'est que ces politiques publiques ont besoin de visibilité pluriannuelle pour être travaillées. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. La question des financements européens est bien évidemment importante. On a effectivement une Europe présente sur ces questions et active, notamment au travers des fonds régionaux. Je ne suis pas un spécialiste des fonds régionaux et du FEDER notamment, mais j'ai ouï dire quand même qu'il y avait une forme de complexité administrative pour les bailleurs qui s'y inscrivent, qui malgré tout restent à traiter pour une nouvelle fois fluidifier les choses. Peut-être dire qu'il y a d'un côté des financements, il y a la soutenabilité du modèle. Vous l'avez, Erwan, tu l'as rappelé, c'est vrai que sur la métropole, et j'y suis strictement pour rien, mais la métropole finance assez fortement le logement aidé, et en particulier les bailleurs sociaux, à la fois pour produire du logement et pour réhabiliter le logement. Malgré tout, à un moment, se pose quand même la question de la soutenabilité des modèles. Aujourd'hui, la métropole, pour vous donner une idée, on va atteindre quasiment une aide pour la production nouvelle à 40 000 € au logement. Donc, à un moment, il faut savoir effectivement s'interroger sur ces modèles et l'évolution des coûts de construction vient quand même mettre à mal toute une mécanique de bouclage de plans de financement et se conjugue finalement assez difficilement avec une montée des prescriptions qualitatives, qu'elles soient architecturales et environnementales. Et il va falloir effectivement pouvoir conjuguer tout ça. Aujourd'hui, sur la question de la réhabilitation du parc locatif social, moi, ce que j'observe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment un enjeu thermique fort. Mais Erwan, je crois que tu l'as dit, aujourd'hui, quand tu interroges les locataires, ils sont tout aussi attentifs à la question de la phonique dans les bâtiments. Donc aujourd'hui, ça nécessite de s'intéresser à d'autres sujets qu'exclusivement celui de la rénovation énergétique. Et donc, ça suppose effectivement d'avoir des projets complexes, intelligents et probablement coûteux. Donc, je n'ai pas de solution encore clé en main, mais il y aura probablement à réinterroger les modèles de financement et à les examiner sur le long terme. Peut-être, et là, tu évoquais aussi Energy Sprong, la question des matériaux biosourcés, des process de préfabrication. Je sais que vous travaillez Bretagne Sud Habitat avec Néotoa, notamment sur cette question. Et Néotoa, on en a discuté récemment avec eux. Ils participaient la semaine dernière à la conférence locale du climat. Ce qu'ils nous disaient aussi, c'est que sur ces questions d'intervention forte, lourde et hyper ambitieuse, parce que l'idée, c'est quand même de ramener une maison énergivore en passive, quasiment. Donc, c'est quand même pas rien. Finalement, certes, la question des aides et du plan de financement est importante, mais la question de la filière du BTP et la question de la capacité à un système productif local à répondre à des appels d'offres et à fournir des solutions est tout aussi importante. Donc, il y a probablement une question liée
à l'accompagnement, à la constitution de filières sur lesquelles il faudra se pencher, sur lesquelles les collectivités, mais pas que, ont leur mot à dire, pour pouvoir faciliter cet environnement porteur. Clairement, et je te rejoins complètement là-dessus. Pour donner encore une fois un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, hein, les bailleurs sociaux sur la Bretagne, c'est 750 millions d'euros d'investissement par an. Quand vous êtes capable d'aller voir la Fédération du bâtiment pour leur dire écoutez, nous, on vous accompagne sur une transition vers justement les matériaux biosourcés ou vers une construction décarbonée ou vers la création d'unités d'industrialisation des procédés de rénovation ou de renouvellement urbain, forcément, ça donne un poids qui permet aux collectivités, aux entreprises de se projeter et véritablement de s'engager dans ces démarches. Et c'est exactement ce à quoi on sert, en fait. Il faut que les collectivités nous utilisent dans cette direction-là, cette capacité à donner à voir les capacités d'innovation, à engager le dialogue avec les entreprises de telle manière à ce qu'elles puissent prendre le risque de créer des unités de production de façades, de toitures industrialisées, de telle manière à ce qu'on puisse effectivement s'orienter vers ce type de solution à très court terme. Aujourd'hui, ça coûte 110 à 130 000 euros par logement d'apporter une enveloppe complète et puis un système de production d'eau chaude et d'énergie sur des pavillons dans cette logique énergie Sprong. Il faut que demain on descende à 80 000 euros, il faut qu'ensuite on descende à 60 000 en fait. C'est la masse qui va permettre les économies d'échelle et qui va rendre ce procédé favorable et utile au niveau local. Si on réussit à faire ça, on aura réussi non seulement à améliorer la qualité de vie de nos locataires sans augmenter trop fortement leur loyer, on aura surtout accompagné les entreprises de Bretagne dans une mutation qui est de toute façon une mutation nécessaire, et ce, encore une fois, en faisant travailler l'argent public. Vous avez encore une autre question, précision peut-être? Dans le chat. Peut-être si M. Lebec voulait éventuellement réagir sur la question du modèle économique, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Ensuite, on prendra une dernière question pour ne pas vous mettre en retard. Ça va être très court, je vais rejoindre ce que disaient mes collègues. Je pense que sur le champ de l'investissement, il y a effectivement un investissement colossal à réaliser. Après, il faut le positiver. Effectivement, il faut le voir comme la création d'un écosystème, d'un environnement qui recrée des choses derrière. On évoquait les expérimentations, les innovations. C'est bien tout l'enjeu de positiver, de dynamiser un territoire. Et j'allais dire que le sujet de la rénovation énergétique, il est un petit peu étroit, mais il nous permet de pousser des choses et d'aller au-delà. La réalité, pour moi, par contre, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est celui de la prise de conscience. Je pense que les 3 présentations mettaient en avant le fait que le modèle économique existant n'était pas le bon. En tout cas, il fallait le faire évoluer. Et je pense que voilà, il y a un vrai, peut-être prise de conscience, une vraie prise de conscience vraiment à assumer. Et que c'est la première marche pour faire évoluer les choses et trouver peut-être, avec toute la filière, un modèle, un nouveau qui nous permettra de créer des choses. Parce que le constat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il suffit de regarder les chiffres, hein, on est un peu à l'arrêt quand on regarde le quantitatif, quand on regarde les chiffres, les rénovations, les montants à investir, on voit qu'on arrive à un point de blocage. Donc il faut qu'on arrive à positiver ce sujet-là pour avancer, sinon ce sera très compliqué, effectivement. On avait une question sur le chat, décidément très, très active, de Camille Mialo. Avec le ZAN, ne faut-il pas commencer à se poser la question du contrôle des prix du foncier? Et je crois que Camille Mialo nous a quittés. Du coup, voilà, en tout cas, ça prolonge aussi la question sur le foncier, mais là, on rejoint aussi les thématiques d'aménagement. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Peut-être la parole à la salle sur une dernière question avant de conclure, si vous avez une question. Non, on va. Nous allons conclure? Oui. Okay, je voulais remercier tous les intervenants pour cette exposition. On comprend bien que la thématique de la rénovation des logements s'imbrique entre des politiques nationales et la déclinaison locale, et qu'il faut trouver
une forme de coordination entre ces deux politiques, peut-être prendre en compte les spécificités des territoires aussi. Et entre nous étudiants, nous allons nous pencher là-dessus. Merci à tous et merci à vous les intervenants. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Jacob, à bientôt.